Bienvenue sur Je peux pas, j'ai lune, le podcast qui prend plaisir à te relier au cycle universel et à ton corps comme étant la terre la plus précieuse pour ton évolution. Ici, amusons-nous à jardiner la tête dans les étoiles et les pieds dans la terre, en route vers la permaculture intérieure. Je suis Fanny, joyeuse terrienne et utopiste incarnée. Et si j'ai quelque chose de magique, c'est d'accompagner ta transformation en passant de ton épreuve de vie au courage et de la vision de ton job idéal à l'entrepreneuriat engagé. Mon mot d'ordre ? Radicalement vivante, maintenant. Bonjour les belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Je peux pas, j'ai lune. Au positif, comme la pleine lune est un éclairage, une mise en lumière, elle peut ici nous pousser à dépasser nos complexes ou nos peurs, pour améliorer les situations que l'on rencontre de manière concrète ou pour nous améliorer nous-mêmes. C'est pour cette raison que je choisis de diffuser chaque nouvel épisode du podcast Je peux pas, j'ai lune à la pleine lune. Vous savez, si vous me suivez depuis le début, que j'adore plonger dans l'obscurité pour y trouver la lumière et ainsi transformer les épreuves de vie en or. Et justement, aujourd'hui, il est question d'une grande épreuve de vie. Celle que l'on fuit, celle qui nous fait froid dans le dos, celle qu'on nomme la peur. Si vous avez écouté l'épisode précédent sur la nuit noire de l'âme, il était déjà question de la peur, et même d'anxiété ou d'angoisse, ce qui n'est pas tout à fait identique. Je m'explique juste après. Avec la situation que nous vivons actuellement, où un conflit armé est à notre porte, et vient d'un seul coup chasser un virus responsable d'une pandémie, les personnes sont perdues. Et vous l'êtes peut-être. Il m'a semblé donc important de réajuster le sujet de ce 11e épisode et de me concentrer sur cette émotion si terrifiante et taboue qu'est la peur. Car oui, ce qu'il se passe aujourd'hui fait peur. J'avais initialement prévu d'enregistrer un épisode sur la reconversion professionnelle et la création d'entreprises dans le monde d'aujourd'hui. Mais ce sera pour un prochain épisode. Alors, qu'est-ce que la peur ? Ou plutôt, qu'est-ce que sont les peurs ? Car en effet, il n'y en a pas une, mais plusieurs sortes de peurs. Nous allons y revenir. Mais avant ça, prenons le temps de la définir de façon plus globale. La peur est une émotion normale, présente dans le règne humain et animal. Elle fait partie des 4 émotions de base. Bon, petite parenthèse, il y a en fait 10 émotions basiques. Peur, colère, tristesse, injustice, humiliation, trahison, impuissance, abandon, culpabilité et rejet. Mais arrêtons-nous pour le moment aux 4 émotions de base, avec donc la colère, la peur, la colère, l'excitation et la tristesse. La peur, comme toutes les émotions, a un rôle fondamental, celui de nous aider à survivre. Elle est en effet une réaction physiologique de notre organisme face au danger ou face à une situation ressentie comme telle. Les conséquences de la peur sont le combat ou la fuite, ou ce que l'on nomme communément la réponse combat-fuite. C'est un concept qui a été décrit par le physiologiste américain Walter Bradford Cannon en 1929. La peur peut aussi engendrer l'inhibition. D'ailleurs, le terme peur vient du latin pavor, qui signifie mot pour mot émotion qui saisit. Donc il y a bien l'idée de la surprise, du « voilà ». Ça signifie aussi crainte, épouvante, effroi. Du point de vue biologique, la peur est un instinct de survie qui a permis à nos ancêtres préhistoriques et qui permet aux animaux d'éviter des situations dangereuses pour eux-mêmes ou pour leur progéniture. Le principal objet de la peur est typiquement la présence d'un prédateur. Cette notion d'instinct de survie est essentielle. La question, pour notre être, est bien « suis-je en danger de mort ? Vais-je perdre la vie ?» Mais aujourd'hui,
dans notre monde moderne, la question du prédateur qui cherche à nous dévorer n'existe plus en tant que telle. Pourtant, l'esprit humain a transposé cette émotion vers des objets, des situations ou des personnes qui sont assimilées comme dangereuses pour toute ou une partie de la vie. Certaines mettent en effet la survie en jeu, mais d'autres, par contre, sont liées à des ressentis particuliers sans que la vie soit réellement en danger. Ces dernières sont ce que l'on appelle des phobies, de l'anxiété ou de l'angoisse. Nous ne traiterons pas de cela ici, car ce n'est pas le sujet. La peur doit bien être distinguée des phobies, de l'anxiété ou de l'angoisse, puisque la peur est générée par des comportements spécifiques d'évitement, de fuite ou de combat, tandis que le groupe phobie, anxiété, angoisse sont des comportements, des mécanismes de défense qui trouvent racine dans des traumatismes de vie, conscients ou inconscients, personnels ou familiaux. Je vous renvoie à ce sujet vers l'épisode 7, Comment dépasser les blocages inconscients, où je parle notamment d'épigénétique, et l'épisode 9, l'EMDR pour assimiler ses souffrances, où j'évoque l'importance de prendre conscience et d'accompagner ces deux hémisphères cérébraux, donc droite et gauche, à digérer les émotions des événements vécus. Maintenant, du point de vue neurologique, la peur est essentiellement une activation de l'amygdale au sein du système limbique. Bon, je pourrais dire les amygdales, puisque nous avons bien une amygdale dans chaque lobe temporal. Donc, l'activation de l'amygdale va induire un sentiment de danger imminent. S'ensuit ensuite une réaction en chaîne, neurologique, biologique et chimique, avec l'inhibition de la pensée, la sécrétion d'adrénaline, la concentration de l'oxygène dans les muscles des jambes et des bras, l'accélération du rythme cardiaque et respiratoire, le relâchement des sphincters, c'est le fameux pipi de la peur, l'hyperactivité des glandes sudoripares, etc. Bref, tout ce qui va permettre à l'individu soit de fuir, soit de se défendre. Nous voyons bien là que la peur est une émotion qui permet à la vie d'être protégée. Encore une fois, cela est important. La peur est une émotion qui permet la protection de la vie. Donc, à l'opposé, la peur n'est pas une émotion qui met en danger la vie, qui met en danger le bon fonctionnement des organes vitaux et de notre cerveau. La peur n'est pas faite pour être chronique. Vous allez comprendre par la suite pourquoi je fais bien cette distinction. En effet, en 2006, des chercheurs de l'Université Columbia ont observé chez les sujets qu'il y avait une faible activité de l'amygdale lorsqu'ils perçoivent consciemment un stimulus de peur que lorsqu'ils perçoivent inconsciemment un stimulus de peur. Le niveau de conscience vient donc influencer l'expression de l'émotion peur. Une autre étude menée par des scientifiques de Zurich ont conclu que l'hormone oxytocine, donc l'hormone de l'amour pour faire court, est capable de diminuer l'activité cérébrale des centres responsables de la peur. Ces deux études sont fort intéressantes et nous allons les mettre en lien avec le premier point évoqué. Comme je l'ai dit au début de cet épisode, le sujet a été influencé par ce que j'observe dans mes consultations et mon entourage large. Il en ressort actuellement quelque chose de commun. Les gens ont peur. Peur de tout. Peur du Covid, de la guerre, de la crise, des prix qui augmentent, de l'avenir, peur pour leurs enfants, peur parce que c'était mieux avant, peur de mourir. Bon, rien d'anormal, me direz-vous. Ok, parfait. Mais est-il normal Normal, c'est bien un terme qui désigne ce qui est habituel, ordinaire. Donc est-il normal d'avoir peur de tout et tout le temps ? Je rappelle que la peur n'est pas faite pour être chronique. La peur est une émotion de base qui survient donc ponctuellement dans notre organisme et dont l'objet principal est un prédateur qui met en jeu notre survie à un moment donné. Dans toutes les peurs que je vous ai citées,
Peur Covid, guerre, crise, les prix augmentent, l'avenir, les enfants parce que c'était mieux avant, etc. Qui est le prédateur qui risque là de nous tuer sur le champ? Qui? Il n'y en a pas. Nous sommes d'accord. En tout cas, pas de prédateur bien défini qui nous fait face, là, dans l'instant présent, et qui menace notre vie, là, juste là. Entre nous, si ce prédateur était là, vous ne seriez pas en train d'écouter ce podcast, vous auriez pris vos jambes à votre cou, ou bien vous seriez en train de vous battre. Et là, je serais en train de parler un peu dans le vent toute seule, mais a priori, si vous entendez ces mots, c'est que ce n'est pas le cas. Donc, revenons au prédateur défini. Eh bien, il n'y en a pas. Et s'il n'y en a pas, comment pouvons donc nous réagir? Fuir ou se battre? Se battre, mais contre qui? Puisque finalement, il n'y a personne face à nous. Fuir? Mais comment fuir loin du prédateur si on ne sait même pas où il se cache? Alors que reste-t-il? Il reste cette troisième voie, dont je vous ai parlé juste avant, à savoir l'inhibition. Et ceci est le réel problème. Car l'immobilisme n'est pas la vie. Et même l'immobilisme, si je vais un peu plus loin, c'est la mort. Prenons un exemple. Si un tissu ne bouge plus, il meurt. C'est le cas des escarres. Puis je peux vous dire, ça, j'en ai vu plus d'une lors de mon exercice en tant qu'infirmière. Si une articulation ne se mouvoie pas, ou ne se mouvoie plus, le cartilage meurt et se transforme en os. L'articulation finit par se rigidifier. Alors, reprenons une des études scientifiques vues plus haut. La peur diminue si nous avons conscience de ce qui nous fait peur. Alors, pour chaque peur, celle que je viens de vous citer, et puis d'autres peut-être, prenons le temps de les regarder, chacune, de la mettre en mots, de la délimiter. Qui est-elle? Que fait-elle? Comment agit-elle? Est-elle présente, là, face à moi? Est-elle dans un futur anticipé? Un futur que j'anticipe sûrement de façon anxieuse. Comment fonctionne cette peur? Quels sont ses points faibles? Comment puis-je m'en protéger? Comment puis-je prévenir ou éviter son arrivée? À toutes ces questions, des réponses vont venir. Votre pensée se met donc en action. Et déjà là, la peur s'estompe. C'est parfait. Continuez. Voici une des clés pour sortir de la peur. Sachez une chose, la plupart des peurs possèdent une propriété commune. Sinon, ce ne serait pas une peur. Et cette propriété-là, c'est le pouvoir d'être surmonté. C'est magnifique, non? La solution est dans le problème. Et en effet, vous l'avez sûrement expérimenté, il suffit souvent de surmonter une peur spécifique une fois pour la faire disparaître définitivement. Encore une fois, j'ouvre une parenthèse. Je ne parle pas là des phobies ou de l'anxiété, qui n'ont rien à voir avec la peur. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc cette attitude à diminuer Cette aptitude à diminuer sa peur et à gagner en courage constitue un processus de maturation de l'esprit et de l'individu qui continue durant toute notre vie, puisqu'à chaque âge, c'est peur, et cela est normal. Et pour rappel, encore une fois, la peur permet de conserver la vie. D'ailleurs, nombre de sociétés ont considéré comme un devoir pour un humain d'être capable de surmonter sa peur. Il existe en effet de nombreuses civilisations dans lesquelles des rites initiatiques ou des rites de passage étaient faits à l'âge adulte, au cours desquels le jeune doit accomplir un acte, a priori effrayant, et lui demandant du courage, afin de pouvoir revendiquer son statut d'homme, de femme mature et adulte, ou son appartenance à sa communauté. D'autres sociétés
D'autres sociétés ont poussé à l'extrême ces rites et ont fait de la peur, y compris celle de la mort, un objet de rejet et de honte. La peur était alors niée, considérée comme une faiblesse. Ces rites consistaient à utiliser le principe d'habituation pour apprendre à ne pas réagir face à la peur. Dans nos pays, sous nos latitudes européennes, ce type de rite de passage n'existe plus depuis bien longtemps. Aussi, devons-nous nous considérer comme immatures, comme n'étant jamais passés à l'âge adulte ? Peut-être. Ou simplement nous considérer comme des orphelins face à cette recherche du courage que nous devons gérer seuls en l'absence d'un ancien sage pour nous guider. Est-ce qu'à cause de l'absence des rites de passage, cela invite la peur de façon anarchique, démesurée et chronique dans nos vies ? Et est-ce qu'on pourrait imaginer devenir victime de nos peurs sans prédateur défini et ainsi subir l'immobilisme, l'inhibition dans nos vies ? Il en est fort probable. Mais je laisse toutes ces questions ouvertes afin que vous puissiez cheminer par vous-même. Quant à nier la peur, à faire comme si elle n'existait pas, cela revient finalement à nier une partie de soi. En effet, la peur fait partie de la nature humaine, puisque, encore une fois, elle est là pour protéger la vie. On ne peut pas retirer de son être quelque chose qui lui permet d'être en vie. Imaginez enlever votre foie ou votre cœur. Impossible de vivre sans eux. C'est la même chose pour la peur. On ne peut pas vivre sans la peur. À présent que nous savons que la peur fait partie intégrante de notre vie, comment vivre avec elle en harmonie, afin qu'elle reste dans son rôle unique de nous permettre de réagir correctement face à un danger réel. Tous les mots que je viens de prononcer sont vraiment hyper importants. La question est donc, comment vivre avec elle en harmonie, afin qu'elle reste dans son rôle unique de nous permettre de réagir correctement face à un danger réel. Je crois que la première étape consiste de façon authentique à repérer les peurs qui nous habitent, en les nommant, en leur donnant une consistance. Elles ne sont plus floues et vaporeuses comme des fantômes qui nous hantent, elles deviennent concrètes et palpables, et donc déjà moins effrayantes. Je vous renvoie à l'étude de 2006 menée à l'Université de Columbia qui disait que quand on a conscience des peurs, elles diminuent. Voilà, donc une fois qu'elles sont concrètes et palpables, on sait qui elles sont. Alors oui, osez vous retourner, osez les regarder en face. Comme un chien énervé qui vous court après, la seule façon de le stopper, c'est de le regarder droit dans les yeux. Si jamais vous continuez à courir, le chien vous poursuivra, jusqu'à épuisement. Et lui a fort à parier qu'à ce jeu-là, ce soit le chien le grand vainqueur. Avec les peurs, c'est pareil. Et à ce jeu, le mental est le plus fort. Donc, définissez clairement votre peur, ses contours, son nom, son histoire, son fonctionnement, ses faiblesses. Et ainsi, vous pourrez agir dans la bonne direction, puisque si vous la connaissez bien, vous connaissez aussi son antidote. Ce travail, je vous invite à le faire à l'écrit. Posez les mots noir sur blanc. La prise de recul par rapport à la peur n'en sera que plus grande. Vous pouvez d'ailleurs utiliser, en plus, l'exercice de l'écriture spontanée que j'explique sur ma chaîne YouTube. Maintenant, si la peur est déjà très présente, trop présente, il vous sera certainement impossible de vous prêter à ce jeu de pensée et de réflexion, puisque justement, vos pensées seront envahies. C'est là que les autres clés interviennent. Et celle qui est à tous les rendez-vous et qui est l'un de mes outils favoris est la respiration. Je vais vous parler là d'une respiration particulière que j'ai intégrée dans ma vie, que j'ai expérimentée et que je partage dans mes consultations. Cette respiration, je l'ai appelée la respiration élastique. Pour rappel, l'émotion peut engendrer une accélération de la respiration, avec une tendance à l'excès de l'inspiration et une respiration qui devient de plus en plus haute dans le thorax. La peur engendre cela. Cette respiration est en fait une forme d'hyperventilation. À l'opposé, l'expiration, donc le souffle qui sort, ne sera plus complète.
Elle n'ira plus jusqu'au bout, elle sera superficielle. Autrement dit, il n'y aura que le haut des poumons qui se vide. Nous nous retrouvons donc dans cette respiration liée à la peur, dans un déséquilibre inspire-expire. En ne vidant pas totalement nos poumons à l'expiration, nous réinjectons finalement dans notre sang du dioxyde de carbone à chaque nouvelle inspiration. L'hyperventilation, qui au départ était utile pour apporter des bolus d'oxygène utiles pour la fuite ou le combat, pour nos muscles, va finalement s'avérer néfaste si cette hyperventilation se prolonge sur la durée. C'est finalement comme une forme d'autopollution au dioxyde de carbone. En prenant rapidement conscience de cette hyperventilation due à la peur, et après avoir éliminé tout danger pour notre survie, il est possible de pratiquer facilement cette respiration, donc la respiration élastique, afin de réinstaurer l'équilibre inspire-expire et donc oxygène-dioxyde de carbone. De plus, sachez que l'expiration est une action gérée par le système nerveux autonome de notre corps. Ce système nerveux est celui qui travaille sans que nous n'ayons rien à faire consciemment. L'expiration, dans le corps humain, est là pour la détente. En fait, notre expire, c'est un peu comme une prof de yoga. Et en expirant, nous lâchons nos muscles, nos tissus, et aussi notre mental. Nous lâchons prise. Alors, comment pratiquer cette respiration ? Eh bien, la respiration élastique consiste à mettre le focus sur l'expiration et uniquement l'expire. Et donc là, vous allez allonger loin l'expiration jusqu'à vider complètement les poumons, sans faire de rétention d'air au bout, et de lâcher l'expire pour spontanément laisser l'inspire se faire. Voilà, sans forcer. Il y a vraiment l'idée de j'expire, et je laisse faire l'inspire. On laisse faire l'inspire parce qu'on a vidé nos poumons. C'est un peu comme l'image d'un élastique qu'on va tendre jusqu'au bout, puis pof, on lâche et il revient. Donc expire. Voilà, ce processus peut être répété 2 à 3 fois, pas plus. Et à la fin, après le processus complet, prenez le temps d'écouter ce qu'il se passe en vous. Comment vous vous sentez dans votre état de corps ? Comment vous vous sentez dans votre état émotionnel ? Vous pouvez reprendre la respiration élastique après quelques minutes de pause. Vous pouvez reprendre la série de 2-3 respirations élastiques 1, 2 fois, éventuellement 3 fois. Sachez que cette respiration est très efficace également pour gérer l'anxiété aiguë et la colère. À cette clé contre la peur, il y a tout de même un prérequis. Ce prérequis, c'est la conscience. Sans conscience de ce que vous vivez à l'intérieur de vous, dans l'instant présent, impossible de savoir que la peur est en train de s'installer. Et donc, impossible de la définir, ni de la nommer concrètement, ni de savoir que vous avez besoin de faire la respiration élastique. Pour ce point, il n'y a que l'entraînement à l'écoute de son état intérieur qui vous permettra ensuite de ressentir les états que vous vivez, tant dans le corps que dans les émotions. Et comme à chaque fois, le grand oublié est le corps. J'insiste donc sur le fait de s'habituer d'abord à ressentir la sensation corporelle. Le scan corporel, par exemple, peut être une pratique que vous pouvez faire le soir avant de vous endormir et qui vous permet de vous entraîner. C'est un excellent outil pour sonder comment vous êtes à l'intérieur, d'abord dans le corps et ensuite derrière l'émotion.
Après avoir pratiqué la respiration élastique et avoir pris du recul avec la peur et les tensions corporelles associées, vous pouvez utiliser une deuxième clé qui est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque est une pratique bien connue de gestion du stress et des émotions qui a été introduite en France par David Servan-Schreiber dans les années 2000. Cette pratique se base sur une des propriétés du corps, la variabilité cardiaque, c'est-à-dire cette capacité qu'a le corps à accélérer ou à ralentir afin de s'adapter à son environnement extérieur et intérieur. La respiration agit sur la variabilité du cœur et peut ainsi accélérer ou ralentir le pouls. Ce qui nous intéresse ici, par rapport à la peur, c'est donc le ralentissement du rythme cardiaque, pour retrouver le rythme physiologique du cœur entre 60 à 80 pulsations minutes. En plus de ralentir le rythme cardiaque, cette pratique respiratoire va engendrer toutes les conséquences positives pour contrôler la peur, le stress. Possédant près de 40 000 neurones ainsi qu'un réseau complexe et dense de neurotransmetteurs, le cœur communique directement avec le cerveau. En agissant sur notre rythme cardiaque, via des exercices de respiration, nous avons la possibilité d'envoyer des messages positifs au cerveau. La technique la plus simple et la plus rapide, appelée résonance cardiaque, consiste à utiliser la respiration selon la règle du 365, à savoir 3 fois par jour, faire 6 respirations par minute et ce pendant 5 minutes. À présent, comment faire ? Il suffit d'inspirer pendant 5 secondes, puis d'expirer pendant 5 secondes. Pour cela, il est possible de compter dans sa tête 1, 2, 3, 4, 5. C'était l'inspire et 1, 2, 3, 4, 5. C'était l'expire. Il existe des vidéos ou des applications qui vous permettent aussi de suivre une image au lieu de compter comme cela dans sa tête. En respirant donc ainsi, 5 secondes pour une inspire, 5 secondes pour une expire, nous obtenons 6 respirations par minute. Alors, n'oubliez pas qu'une respiration, c'est une inspire plus une expire. Et donc, en ayant 6 respirations par minute, nous pouvons atteindre la cohérence cardiaque. Avec cette fréquence de 6 respirations par minute, on arrive à une fréquence respiratoire de 0,1 Hz, qui semble être une fréquence de résonance de nombreux biorhythmes. Les systèmes sympathiques et parasympathiques ont aussi cette fréquence. Cette fréquence est propre aux êtres humains. La cohérence cardiaque est, comme la respiration élastique, un outil simple, gratuit, que l'on a toujours avec soi et qui est vraiment à la portée de tous, car sans aucune contre-indication. Après la conscience et les 2 respirations, une autre clé essentielle pour éliminer la peur de notre existence consiste à se mettre en mouvement. Comme nous l'avons vu plus haut, d'un point de vue bioneurologique, la peur fige la pensée et certaines autres fonctions du corps. Il y a comme un switch du fonctionnement physiologique habituel du corps. Aussi, la remise en mouvement va permettre au corps entier de sortir de cet état de choc, de surprise et de retrouver son fonctionnement ordinaire. La pensée ne sera plus figée sur l'élément de peur, l'analyse pourra se remettre en place, avec elle la prise de recul, la respiration pourra se rééquilibrer, le cœur ralentir, l'adrénaline s'apaiser, etc. Que la peur soit aiguë ou un peu plus chronique, la marche, le mouvement, le fait de ranger, de bouger, voire même de danser, va permettre à l'individu de sortir de son état de peur. De plus, si la marche, la course ou la danse sont pratiquées en extérieur, la personne profite de tous les bienfaits de la nature en plein air. Je ne peux que vous recommander une marche en forêt. Aujourd'hui, les bienfaits des bains de forêt, aussi appelés sylvothérapie ou shirin-yoku en japonais, c'est une pratique qui a été popularisée dans les années 80 à peu près au Japon. Donc les bains de forêt sont largement reconnus aujourd'hui.
Tout comme la respiration élastique et la cohérence cardiaque, l'immersion en forêt permet de mettre en veille le système sympathique, ce système de vigilance et de réaction, et d'activer le système nerveux parasympathique, qui est le système d'autorégénération interne. Ainsi, la pression artérielle s'abaisse, la fréquence cardiaque ralentit, le taux de cortisol et d'adrénaline dans le sang diminue, le système immunitaire, entre parenthèses, le système immunitaire, c'est le système de protection, se renforce. Le plus d'une marche consciente en forêt, c'est d'humer les molécules volatiles qui s'appellent les phytoncides. Ce sont ces délicieuses senteurs sécrétées par les arbres, vous savez, celles qui protègent des attaques d'insectes, de champignons et de bactéries qui pullulent dans le milieu de la forêt. Les conifères sont les champions pour produire ces huiles naturelles sécrétées, dont la principale famille est constituée des terpènes, à l'odeur si caractéristique des pins. Il a été démontré que cette exposition aux phytoncides, incluant donc les terpènes, provoque l'augmentation du nombre et de l'activité des cellules tueuses NK, l'amélioration de l'humeur, du sommeil et une baisse du niveau du stress et de la peur. À noter que ces molécules volatiles naturelles sont des huiles essentielles. Il est donc tout à fait possible de s'en procurer parmi celles que je vais vous citer et de les diffuser chez vous. Pin sylvestre, sapin baumier, épinette noire, cyprès, sapin de Sibérie, romarin. Je tiens à préciser que mes conseils sur les huiles essentielles sont valables uniquement avec des huiles essentielles de qualité médicinale et 100% pures. Pour celles et ceux intéressés au sujet de ces huiles essentielles de qualité médicinale et 100% pures, je vous invite à me laisser un commentaire et on en parlera plus longuement. Maintenant, je vous propose une autre façon de voir notre corps. Basons-nous à présent sur la médecine taoïste, plus communément appelée la médecine traditionnelle chinoise ou MTC. Cette médecine considère que le corps est parcouru de méridiens, des canaux dans lesquels circule l'énergie. En MTC, la peur est une émotion reliée aux organes et méridiens, reins et vessie. La peur attaque l'énergie de ces organes en les affaiblissant et en dérangeant leur fonctionnement habituel, en cas d'excès de peur donc. Une mise en mouvement est fort utile afin d'étirer les méridiens reins et vessie qui passent essentiellement dans le dos, le long de la colonne et à l'intérieur des cuisses. Vous pourrez tout prochainement trouver une vidéo sur ce qu'on appelle les Makoho, reins vessie, sur ma chaîne YouTube. On peut aussi utiliser le massage ou la friction de la zone des reins dans le dos avec une huile de massage et l'huile essentielle d'épinette noire qui s'avère très bénéfique pour les périodes de peur afin de protéger et prévenir une fuite énergétique et un épuisement des reins et donc de notre corps. Dans la même lignée, l'huile essentielle de laurier noble en inhalation va favoriser le sentiment de courage. Assez facile de se souvenir de cette clé pour dépasser la peur puisque le laurier, cette plante aux feuilles toujours vertes, symbolise la clémence, la gloire, la persévérance et la bien connue couronne de laurier symbolise le courage, la victoire et même le génie et était remise aux grands hommes et elle était même associée au titre d'empereur, notamment à Rome. À la pratique des Makoho, il est possible d'ajouter tous les mouvements d'épaule et du haut du corps pour soutenir le lâcher-prise. Les trapèzes et la zone du sternum pourront ainsi se relâcher et libérer le stress accumulé suite aux peurs. Le haut du corps est aussi en lien avec le méridien vésicule biliaire et le point vésicule biliaire 21, appelé aussi le point chasse d'eau, et le méridien gros intestin. Bon, là je vous fais pas de schéma, le gros intestin est directement lié avec l'abandon et l'évacuation des charges inutiles. Vous avez compris. Concernant ces exercices pour tout le haut du corps, même chose, vous pourrez trouver une vidéo sur ma chaîne YouTube, dont une intitulée « Gérer soi-même ses tensions du dos et des trapèzes ». Enfin, et pour terminer avec cette multiclé de la mise en mouvement, il est important de
poser une attention particulière au psoas. Le psoas est un muscle interne qui met en lien l'avant du corps et l'arrière du corps, situé au travers du bassin, il va s'accrocher jusqu'au lombaire. Ce muscle est transversal, comme le diaphragme, dans ce sens où il traverse le corps de part et d'autre. Il est donc en interne, ce qui signifie que nous n'y avons pas accès par l'extérieur de notre corps et donc on n'y a pas accès par le massage. Pour détendre le psoas, qui est considéré entre guillemets comme un muscle poubelle, nous avons qu'une seule possibilité, celle de la pratique des étirements et des mobilisations. Parmi les mobilisations les plus simples, il y a les rotations du bassin, que mes clients et clientes et stagiaires connaissent bien sous le célèbre nom que j'ai inventé, Ko-no-ba pour coccyx, nombril, bascule, et qui indique le point de départ des rotations. Si vous êtes intéressé, je vous invite vivement à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir une notification dès l'ajout d'une nouvelle vidéo, car, vous l'aurez compris, de nouvelles vidéos vont arriver. Et qui dit mouvement et étirement dit bien évidemment hydratation. Voici encore une nouvelle clé. La peur et le stress, associés à la sécrétion d'adrénaline et de cortisol, vont provoquer une excitation cellulaire interne et donc une forme d'inflammation et faire fuir l'eau de l'intérieur des cellules afin d'amener cette eau vers les muscles utiles à la fuite et au combat. C'est toujours la même chose. Il y a aussi, avec la peur, nous l'avons vu, l'élimination par la sueur et même l'urine, le fameux pipi de la peur dont je vous ai déjà parlé. Aussi, une des clés vitales à la gestion de la peur est vraiment l'hydratation. Et même mieux, l'hydratation cellulaire. Alors, pour favoriser une bonne hydratation, je vous conseille de choisir une eau de source, surtout pauvre en résidus à sec. Vous pouvez lire sur les étiquettes des bouteilles. Pourquoi ? Parce que les résidus à sec vont surcharger les reins. Et on a bien vu que les reins jouaient un rôle dans la peur. Ils ne font donc pas les surcharger et encore moins en période de peur. Vous pouvez aussi utiliser l'eau du robinet si vous connaissez les analyses de votre commune. Et pour l'eau du robinet, le mieux est de la filtrer de sorte à retirer tous les polluants dont les plus connus sont les médicaments, les nitrates et les contraceptifs. À ce sujet, je vous laisse faire vos recherches sur les filtres à eau. Sachez que vous pouvez aussi utiliser et ajouter 1 goutte ou 2 gouttes d'huile essentielle, notamment d'un agrume, dans votre verre ou votre bouteille pour justement favoriser l'hydratation cellulaire. Même chose, je me répète, mais ce conseil est valable qu'avec des huiles essentielles de qualité médicinale et 100% pure. On n'ingère pas des huiles dont on n'est pas sûr de la qualité. L'idée avec l'hydratation, dans le cadre de la peur-stress, est de jouer au pompier. On cherche à éteindre le feu intérieur qui a été provoqué par une surréaction du cerveau et du corps. Maintenant, rappelez-vous d'une des études scientifiques présentées au début, celle de Zurich. Je vous disais qu'il avait été démontré que l'oxytocine ralentissait l'activité des centres responsables de la peur. Prenons le cas du monde de la périnatalité physiologique. Cette donnée-là est bien connue. En effet, nous savons que le couple adrénaline-oxytocine fonctionne de façon antagoniste, c'est-à-dire que lorsque l'une est sécrétée, l'autre est inhibée, et vice-versa. Et donc si on stimule la sécrétion de l'une d'entre elles, l'autre va s'inhiber. Durant l'enfantement, il est important de favoriser la sécrétion d'oxytocine au début, de sorte à soutenir les contractions efficaces, d'apaiser la douleur et d'augmenter la confiance en soi. A contrario, l'apparition de l'adrénaline au moment du réflexe d'éjection fœtale est très bénéfique puisqu'elle aide la mère à se redresser et donc à se servir de la gravité terrestre pour laisser son bébé sortir de son bassin. Enfin, l'oxytocine revient une fois que bébé est là pour permettre la sortie du placenta grâce aux nouvelles contractions efficaces et la cicatrisation de l'artère utérine après le décrochage du placenta et enfin une bonne lactation.
Tout cela se produit si le processus de l'enfantement physiologique n'est pas interrompu par un stimulus extérieur et si la mère et le bébé sont en bonne santé. À travers ce modèle que je viens de vous expliquer et qui est facile à comprendre, on peut bien réaliser l'action du couple antagoniste adrénaline-oxytocine. Nous comprenons donc l'importance d'agir dans le sens de l'amour, de l'empathie, de l'accueil, de la compréhension avec soi-même ou la personne qui ressent de la peur, afin justement de faire basculer la sécrétion d'adrénaline vers le zéro et donc de cesser toute sensation de peur. En post-peur, on pourra aussi utiliser ce levier couple antagoniste adrénaline-oxytocine afin de se remettre plus rapidement des conséquences néfastes de la peur sur l'organisme. L'autocompassion et le self-love sont ici l'une des meilleures clés, car à la fois elle traite la peur et la prévient. Aussi, pour une vie sans peur, l'amour est la clé. N'est-ce pas une belle vision pour soi, sa famille, la société et le monde entier ? Impossible maintenant de passer à côté des neurones miroirs. Les neurones miroirs sont une catégorie de neurones dans notre cerveau. Ils sont ce que l'on appelle des neurones moteurs qui s'activent aussi bien lorsqu'on exécute une action que lorsqu'on regarde quelqu'un exécuter une action et même lorsqu'on imagine l'action. D'où le terme de miroir. Le meilleur exemple est celui du bâillement. Impossible de ne pas bâiller en présence d'un bon bâilleur. En neurosciences cognitives, les neurones miroirs joueraient un rôle dans la cognition sociale, notamment dans l'apprentissage par imitation, mais aussi dans les processus affectifs tels que l'empathie. Les neurones miroirs sont aussi appelés neurones empathiques. Ils ont été découverts dans les années 1990, d'abord chez le singe, puis ensuite chez l'humain. Si les neurones miroirs sont responsables des fameux 7 bons bâilleurs, il entre aussi en jeu dans la sécrétion des hormones. En effet, qui n'a jamais fait l'expérience de se sentir stressé à côté de quelqu'un qui ne parle que de choses catastrophiques, ou de se sentir zen, justement, face à quelqu'un qui est positif et joyeux. Il est donc de notre responsabilité de savoir où nous en sommes à l'intérieur. Est-ce qu'on est adrénaline, donc peur, ou oxytocine, donc amour, afin de s'assurer de faire le bon effet boule de neige avec l'hormone appropriée à la situation. Si je reprends par exemple mon exemple de femme qui est en train d'enfanter, bien on s'arrangera plutôt de sécréter de l'oxytocine afin justement de favoriser les bonnes contractions et de ne pas faire un enfantement qui s'allonge et qui se complique. Un autre exemple, en présence d'un malade. On favorisera là aussi la sécrétion d'oxytocine pour soutenir le système immunitaire, comme nous l'avons vu plus haut quand je vous parlais des bains de forêt. Pour terminer, j'ajoute une dernière clé. Et cette clé, je l'ai nommée la sentinelle. Imaginons que vous appliquez à la lettre toutes les clés décrites dans cet épisode. Je ne peux pas vous garantir à 100% que vous n'aurez plus jamais de peur. D'ailleurs, nous avons vu au début que les peurs évoluent avec l'âge et qu'elle est une émotion de base pour préserver la vie. Personne n'est donc à l'abri de se faire embarquer par la peur. C'est là que la 10e clé entre en jeu. Elle nous oblige à développer une forme de vigilance douce par rapport à nos ressentis et nos pensées, et agir en utilisant les 9 premières clés dont je vous ai parlé, dès que le moindre signe de peur fait son apparition. Je souhaite mettre là une attention particulière au mental et à la vigilance sur notre mental. Ce mental qui part très vite et qui sait raconter 1001 histoires les plus effrayantes les unes que les autres. Le mental est un grand bavard et il est champion pour nous faire couler sous des vagues de projections et d'interprétations anxieuses. Aussi, la sentinelle devient presque une obligation. Elle est même notre meilleure arme dans cette société moderne.
Alors que les pouvoirs en place ont bien compris que la peur est un outil de manipulation de masse, donc de nous tous, nous toutes, on est la masse, notre sentinelle ne peut pas être au repos actuellement. Ça n'est pas possible. Car, contrairement à ce que matraquent les médias sans relâche, nous n'avons pas à nous habituer à vivre avec de la peur constamment. La peur apparaît de façon ponctuelle, uniquement quand c'est vital. Entre-temps, quand il n'y a pas de peur, eh bien, nous vivons, nous devons vivre, et c'est tout. La sentinelle est là pour nous permettre de s'assurer que nous avons bien des temps de vie et que dès que la peur fait son apparition, nous pouvons agir avec les 9 clés que vous connaissez. Si je reviens brièvement sur la peur comme outil de manipulation, je peux que vous inviter à aller vers 2 ouvrages. Le premier ouvrage s'appelle La fabrique du consentement de Noam Chomsky, qui est donc linguiste, et le deuxième ouvrage, La stratégie du choc de la journaliste Naomi Klein. Voilà, ça c'était une parenthèse. Maintenant, et pour conclure par rapport aux 10 clés pour complètement éradiquer la peur de notre vie, vous devez retenir une seule chose. Le contraire de la peur n'est pas le courage, mais bien l'amour. Aussi, en cultivant l'amour, et donc l'oxytocine, en soi, nous pourrons, par effet de diffusion, grâce aux neurones miroirs, éradiquer la peur qui n'est pas utile à nos vies, celle qui fige. Et donc plus de peur chronique. Car la peur chronique et diffuse nous amène, vous l'aurez bien compris, à une mort lente, alors que l'amour, lui, ensemence la vie et même la perpétue. Alors le célèbre Peace and Love, ou plutôt Love and Peace, devrais-je dire, prend ici racine dans nos physiologies. Alors, je vous souhaite maintenant, chère belle âme, plein de love, cultivez ce love, habituez-vous à ces 10 clés que je viens de vous offrir, faites-les vôtres dans votre vie, et moi je vous dis à la prochaine pour le 12e épisode du podcast Je peux pas, j'ai lune. Merci beaucoup pour votre écoute, prenez soin de vous et à tout bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. Pour le faire vivre, like, mets-moi un commentaire et partage-le aux terriens et terriennes de ton entourage. On se dit à tout bientôt sur les réseaux.